Delatte. Christophe Delatte. Voici une très étrange affaire qui date d'octobre 2011 à Nice. Des adolescents, membres d'un club de moto, genre Hells Angels, qui tuent leur chef de 32 coups de couteau. Un jeune de 20 ans, nommé Mailleul Gadin, qui, disent-ils, leur faisait vivre l'enfer. Cette histoire, je vais la débriefer dans un autre podcast avec l'avocat de l'un des assassins, maître Éric Scalabrin, du barreau de Nice. Je vous conseille d'écouter cette interview qui est très intéressante. Voici cette histoire incroyable dont la réalisation est signée Boris Pachynski. Europe 1, Christophe Delatte. Ça se passe fin octobre 2011 à Nice. Un jeune de 20 ans, Mailleul Gadin, disparaît comme ça, d'un coup, sans laisser de trace. C'est son grand-père de 83 ans, Bernard, qui s'en inquiète le premier. Je comprends pas. Il répond plus au téléphone. J'arrive plus à le joindre. Il a 20 ans, Bernard. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Ok, mais en fait quand même il travaille avec moi dans mon entreprise. Je suis en train de lui apprendre le métier dans les bois tropicaux et il se barre comme ça du jour au lendemain. Il répond plus au téléphone. Un soir il est parti du boulot et depuis plus rien. Rien. Volatilisé, c'est pas normal. Il a raison le grand-père. Ça n'est pas normal. Alors il finit par appeler Nicolas, qui est l'un des meilleurs copains de son petit-fils, lequel lui donne une explication. Il s'est disputé avec sa petite amie Emmanuelle. Alors il a ramassé toutes ses affaires et il est parti. Où ça, je sais pas. Hein. Allons bon. Le papy décide alors d'appeler son fils, le père de Mailleul, qui habite en Afrique, au Cameroun. Allô, Jean-Bernard? C'est papa. Dis-moi, t'as des nouvelles de Mailleul? Bonjour papa. Justement, je voulais t'appeler, mais non. J'ai pas de nouvelles, ça m'inquiète un peu parce que normalement, on s'appelle régulièrement, quoi. T'as pu parler à ses amis? Oui. J'ai vu son copain Nicolas au téléphone, il m'a dit qu'il s'était disputé avec sa petite amie Emmanuelle et qu'il était parti. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à le croire, ça lui ressemble pas, quoi. Et la mère, qui vit dans le sud-ouest, elle non plus n'a plus de nouvelles. Et il y a un truc en particulier qui la surprend beaucoup, la maman. On a retrouvé le chien de Mailleul errant dans les rues de Nice. Et ça, c'est impensable. Il n'a pas pu abandonner son chien. Quelques semaines plus tard, toujours sans nouvelles, le père décide de rentrer en France pour essayer d'y voir plus clair. Et il va voir le fameux copain, Nicolas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec mon fils Nicolas? Dis-moi la vérité. C'est quoi cette histoire avec sa copine Emmanuelle? Eh ben en fait, c'était pas qu'une simple dispute qu'il a eue avec elle. Il l'a violentée et il l'a frappée. Et c'est pour ça qu'il s'enfuit. Pour pas avoir de problème avec la police et aller porter plainte, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. La suite est logique. Le père va voir Emmanuelle. Nicolas m'a parlé de violence que mon fils t'aurait fait subir. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Il m'a battu et bien battu. Hein. Regardez, j'ai encore des traces. Et depuis, je suis comme vous. J'ai pas de nouvelles. Le père enchaîne en faisant le tour des amis de son fils. Et tous racontent la même histoire. Il a été violent avec Emmanuelle et il s'est enfui. Du coup, le grand-père et les parents s'interrogent. Est-ce qu'il faut prévenir la police? Bien sûr que non, enfin. Ce qu'il a fait, Emmanuel, c'est pas bien. Il risque gros. Et puis quand même, je te rappelle que notre fils, il est de la drogue. Avec sa petite copine Emmanuelle, fait des live cam complètement à poil. Moi, je crois qu'il faut pas prévenir les flics. Il se planque sans doute quelque part. Il va finir par nous donner des nouvelles. Ou pas.
À partir de là, les semaines et les mois défilent. Pas un coup de fil, pas un SMS. Entre-temps, le père est rentré en Afrique. Mais de retour à l'été 2012, il finit par aller voir la police. Il était temps. Et la police enclenche une procédure de recherche dans l'intérêt des familles, qui dans l'immédiat, je vous le dis tout de suite, ne fait pas avancer le schmilblick d'1 millimètre. Ce qui va me laisser le temps de vous parler de Mayol. Parce que c'est un garçon particulier. Disons-le tout de suite, il n'a pas eu une enfance facile. Et ça, c'est sa mère qui le raconte. Au petit, il était dans une grande solitude. Il n'avait pas vraiment de copains. Je me souviens une fois, il a invité tous les gamins de sa classe pour son anniversaire. Eh ben, il y en a pas un qui est venu pas. Ça a été douloureux, hein, quand même. Mais bon, après, en grandissant, ça s'est un peu arrangé. Il était grand, il était costaud. Il paraissait moins fragile, quoi. Et ça n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il commence à se faire des copains. Et c'est à ce moment-là, à 19 ans, qu'il tombe amoureux d'Emmanuelle et qu'il s'installe avec elle. Signe qu'il est en train de prendre confiance en lui. Et il y a un événement qui symbolise ce changement radical dans la vie de Mayol. En 2010, 1 an et demi avant de disparaître, il décide de créer, sur le modèle des Hells Angels américains, un club de bikers, le club des Fenry, avec un détail qui va vous amuser. Les membres du club ont des blousons de cuir, ils ont des insignes et tout le bousin. Mais aucun d'entre eux, vous entendez, aucun d'entre eux n'a de moto. Aucun, à commencer par Mayol. Et d'ailleurs, aucun d'entre eux non plus n'a de permis moto. C'est dingue. Le club des Fenry que Mayol a créé est en vérité un club de bikers virtuel. Avec tout de même les codes hérités des Hells Angels. Amitié, fraternité, un pour tous, tous pour un. Mais sans moto. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre. Et qui est le chef de cette fraternité motarde mais sans moto? Lui, bien sûr. Mayol. Il est grand, 1m95, il est musclé, il est plutôt beau gosse. Et puis c'est lui qui a créé le club. Et donc c'est lui le chef. Et il s'est trouvé un nom de chef. Il se fait appeler Karl. Et alors il y a qui dans son club? Ben d'abord son meilleur copain, Nicolas. Il y a Marine aussi. Et puis il y a Tess, c'est une amie d'enfance de Nicolas. Je dirais que c'est le premier cercle autour de Mayol, quoi. Ils sont très liés tous les quatre. Parenthèse absolument indispensable. Nicolas, le meilleur copain, il a 18 ans. Marine, il a 18 ans, lui aussi. Et Tess, la fille de cette histoire, elle a 17 ans. 17 ans. Ce sont des gamins, des adolescents mal démoulés. Et donc le chef a disparu, et personne ne sait où il est. Personne. Vraiment personne. Pendant des semaines, des mois, et maintenant plus d'un an, pas un signe de Mayol, pas une piste, zéro. Jusqu'à ce que le 16 décembre 2012, une jeune fille de 19 ans prénommée Aurélie pousse la porte du commissariat de Grasse. Elle veut parler aux policiers. Voilà. J'ai longtemps hésité, mais je peux plus me taire. J'ai quelque chose à vous dire. Allez-y, je vous écoute. Vous savez que Mayol Gaden était le chef d'un camp de bikers? Oui, bien sûr. Je le sais parce qu'à un moment, j'étais en couple avec son meilleur ami qui était dans le club. Nicolas. Vous le connaissez, je pense? Je vous confirme, mademoiselle, je le connais. La relation était compliquée dans le club. Ça se passait pas super bien avec Mayol et voilà. Un jour, j'ai entendu Nicolas et son copain Marvin dire en plaisantant, mais
crois qu'il rigolait pas tant que ça. Que tuer Mayol, c'était le seul moyen de sortir du club. Eh ben, ils l'ont fait. Vous voulez dire qu'ils l'ont assassiné? Oui. Car, eh ben, le 27 octobre 2011, il y a 14 mois. Ce qu'elle raconte ensuite est terrifiant. Ce jour-là, elle est chez elle. Nicolas l'appelle. Il est en panne de voiture à Nice. Il veut qu'elle vienne le remorquer avec sa propre voiture. Elle y va. Quand je suis arrivé, il était avec un de ses copains, Marvin. Elle raconte que Nicolas a alors attaché sa voiture à la sienne et qu'ils sont partis vers Saint-Laurent-du-Var, où habitent les parents de Nicolas. Et pendant le trajet, il m'a raconté un truc horrible. C'est ça que je suis venu vous dire. Il m'a dit qu'il avait tué Mayol et que son cadavre était dans le coffre de sa voiture qui était accrochée derrière la mienne. Je sais pas comment j'ai pu garder ça pour moi pendant plus d'1 an. Je sais pas. Et elle raconte que plus tard, Nicolas a ouvert le coffre et qu'elle a vu une main ensanglantée qui dépassait d'un tas de couvertures. Les 3 autres ont alors sorti le cadavre du coffre et ils l'ont emballé dans du cellophane, genre Albaltezone. Ils m'ont expliqué que le plastique, c'était parce que il lui avait donné plein de coups de couteau et que ça pissait le sang. Et accrochez-vous, c'est pas fini. Elle raconte que le lendemain, Nicolas lui a fait une autre confidence. Il m'a dit que ce soir-là, avec Marvin et leur copine Tess, ils avaient aussi tenté de tuer Emmanuel, la petite amie de Mayol, mais qu'ils n'y étaient pas arrivés. La scène qu'elle raconte est surréaliste. Ils vont chercher Emmanuel. Il la conduit jusqu'à Isola 2000, la station de ski des Alpes-Maritimes. 2 jours plus tôt, là-bas, ils ont creusé un trou. Et ils la jettent dans le trou, vivant. Et ils se mettent à lui jeter des pierres, à la lapider. Mais ils n'arrivent pas à la tuer. Alors finalement, ils la déposent à l'hôpital. C'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Mais pourquoi est-ce que vous avez mis plus d'1 an à venir nous raconter tout ça, mademoiselle? Parce que je peux plus vivre avec ça. J'en peux plus de les voir continuer leur vie comme si rien n'était. Deux jours plus tard, le parquet de Nice ouvre une information judiciaire pour assassinat et tentative d'assassinat. Un juge d'instruction est nommé, à lui de vérifier maintenant que tout ce que cette fille a raconté est vrai. Les policiers commencent par convoquer Emmanuel, la petite amie de Mayol, qui aurait donc échappé à un assassinat. Quand elle s'assoit face à eux, elle semble soulagée. Ça fait 1 an que je me tais, que je peux pas parler. J'ai pas réussi pendant 1 an à raconter cette histoire, ni à mes proches, ni à mes parents, ni à vous, bien sûr. Il faut que ça s'arrête. Je vais tout vous dire. Et là, elle se met à raconter que la fameuse nuit, la nuit du 27 octobre 2011, Nicolas l'appelle à 2h du matin. Il m'a dit qu'il devait me voir immédiatement, que Mayol avait déclenché l'alerte rouge. Ça voulait dire dans le code du club que le club était attaqué par un autre club de bikers et qu'il fallait réagir vite et se cacher. Alors, j'y suis allé.
Mais elle dit qu'une fois dans la voiture, à la sortie de Nice, Nicolas, Marvin et Tess sont devenus bizarres. Mais là, ils m'ont fait fumer de l'herbe, soi-disant pour me détendre. Tu parles. Et elle raconte qu'après 2 heures de route, ils arrivent à Isola 2000, station de ski donc, de l'arrière-pays niçois. Et puis à un moment, dans la montagne, sur une petite butte, il y avait une grange abandonnée. Genre bergerie, mais complètement en ruine. Nicolas, il a arrêté la voiture, et ils m'ont fait descendre de la voiture. Et donc ils m'ont demandé de les suivre dans la grange. Et là, je me suis retrouvé face à un trou. Je le savais pas à ce moment-là, mais ce trou, il l'avait creusé quelques jours avant. Et elle raconte qu'à ce moment-là, Nicolas lui a donné 2 coups de pelle. Bam! Bam! Et qu'à partir de là, ils s'y sont tous mis. Bim! Bam! Des coups de pelle, des coups de pioche. Et à la fin, une rasade de bombes lacrymogènes. Et après, eh bien, ils l'ont poussé dans le trou. À ce moment-là, Emmanuelle est complètement sonnée par les coups qu'elle a reçus. Mais elle est encore consciente. Et là, ils se mettent à ramasser des pierres qui venaient du trou qu'ils avaient fait. Quand je dis des pierres, je devrais plutôt dire des rochers, vous voyez, qui faisaient plusieurs kilos. Et ils commencent à me les jeter dessus. Pour m'achever, quoi. Et en même temps, pour m'enterrer. Et après, je sais pas, ils doivent penser qu'en dessous, je suis morte. Et ils arrêtent. Et moi, je suis en train d'étouffer, quoi. J'essaye de respirer comme je peux, mais je me dis que je vais mourir. Et après, elle raconte qu'elle ne les entend plus. Elle se dit, ils sont partis. Alors elle réunit toutes les forces qui lui restent et elle enlève les pierres. Une par une. Et là, elle se croit sortie d'affaire. Mais ils sont là encore, tout près. Et ils la voient marcher vers eux comme une revenante. Il a pris une batte de baseball. Il s'est jeté sur moi. Et il a recommencé à me frapper. J'étais à genoux. Et il me frappait encore. Encore. Je leur disais, arrêtez, je vous en supplie. Je vous en supplie. Et puis à un moment, il y en a un qui a dit stop. Ils ont arrêté. Et voilà, après, ils m'ont demandé de rien dire. Je leur ai promis de rien dire et ils m'ont cru. Le pire, c'est que je l'ai fait, quoi. J'ai rien dit pendant un an. J'ai rien dit. En attendant, il reste à Emmanuelle à encaisser un dernier choc. Et pas des mois. Tess reste avec elle, mais elle voit Marvin et Nicolas aller vers la voiture, ouvrir le coffre et en sortir le cadavre de Mailleul. Et ils sont allés l'enterrer dans le trou de la grange. Le trou où il m'avait jeté. C'est-à-dire que je devais finir dans le trou avec lui. Oh, c'est ça qui était prévu. Et après, ils m'ont fait monter dans la voiture. À ce moment-là, elle leur a dit qu'elle avait mal, très mal. Et étrangement, ils sont allés la déposer à l'hôpital. L'hôpital où elle est arrivée en 1000 morceaux, avec des dizaines de fractures, notamment aux mains. Elle a dit au médecin qu'elle avait eu un accident de montagne, qu'elle ne se souvenait pas trop de ce qui lui était arrivé. Et ils l'ont cru. Voilà. J'ai parfaitement conscience que tout ce que je viens de vous raconter est complètement dingue. Des gamins de 17 et 18 ans. Mais je crains que ce ne soit la stricte vérité. Une question vous taraude, hein? Et je vous rassure, elle me taraude aussi. Comment Emmanuelle a-t-elle pu, pendant plus d'1 an,
14 mois exactement, gardé tout ça pour elle. D'autant qu'elle est sortie de l'hôpital en sale état. Ils lui ont cassé les 2 poignets et fracassé les 2 mains. Elle ne pouvait plus écrire. Elle ne pouvait plus faire la cuisine. Elle avait du mal à s'habiller. Elle souffrait de martyre. Et pourtant, elle n'a rien dit. Pourquoi? Oh, c'est simple. Sous prétexte de l'aider, Tess, qui lui avait sauvé la peau, mais qui a participé au carnage. Tess, du haut de ses 17 ans, s'est appliquée méthodiquement à la couper de son entourage, y compris de sa mère, y compris de ses amis. Tess l'a quasiment enfermée chez elle. Je dis quasiment parce qu'en vérité, Emmanuel aurait pu partir. Mais l'autre la tenait tellement sous sa coupe qu'elle n'a pas osé. Prisonnière d'une forme d'emprise de la part d'une adolescente de 17 ans. La suite est sans surprise. Nicolas, Marvin et Tess sont arrêtés et placés en garde à vue. Et ils avouent, tout de suite, tous les 3, sans chercher à se rejeter la faute. Oui, ils ont tué leur chef, Mayol. Oui, ils ont tenté de tuer Emmanuel. Et ils sont d'accord pour emmener les policiers jusqu'à la grange, dans la montagne. Venez, c'est par là. On est au mois de janvier, le trou est recouvert de neige. Mais en dessous, le corps du pauvre Mayol est bien là. Et maintenant, venez avec moi dans la salle d'autopsie de l'hôpital de Nice. Le cadavre de Mayol Gadin est là, sur la table en inox, nu. Ils n'y sont pas les de main morte. Hein. J'ai compté 32 coups de couteau dans le cœur, dont 3 ont transpercé le cœur. Et j'ajoute 10 coups de couteau au niveau de la nuque. 32 plus 10 égale 42. Ils lui ont donné 42 coups de couteau. 3 gamins. Pourquoi? Pourquoi? Retour en garde à vue. On a besoin d'explications, les enfants. D'explications. Et les voici dans la bouche de Nicolas qui semble être le leader de cet assassinat. Mayol, il faisait croire qu'on constituait une famille. Il faisait croire à l'unité, à la fraternité, au soutien total. Mais en réalité, il voulait être le chef d'un groupe qui allait être à ses ordres, c'est tout. Et il a transformé notre club de bikers en enfer. D'abord, on n'avait pas le droit de quitter le club. Et puis il nous faisait passer des épreuves pour monter en grade. Et on avait intérêt à les réussir. Par exemple, je sais pas, il organisait des épreuves où on devait courir en portant un poids alors qu'on était agent, ou alors on devait se battre avec lui. Une fois, par exemple, moi j'ai raté une épreuve sportive, genre parcours du combattant. Il a décidé qu'à partir de là, je serais son chauffeur. C'est tout, que je ferais le ménage chez lui, que je m'occuperais de son chien. Et puis un jour, il m'a mis sous une douche glacée avec une cagoule et il m'a battu à coups de ceinture. Et il n'y a pas que ça. Pour ramener de l'argent au club, il fallait qu'on deal de la bœuf. Et on avait intérêt à réaliser les quotas qu'il exigeait de nous, parce que sinon, je vous le dis, on le payait cher. J'en pouvais plus. On n'en pouvait plus. Il fallait faire quelque chose, et voilà, quoi. On l'a tué. C'était la seule manière de sortir de cet enfer. J'ai envie de dire la seule manière de sauver notre peau, quoi. Jusqu'ici, dans cette histoire, il n'y a que des gamins de 17 et 18 ans.
Mais à la fin, tout de même, 2 adultes sont pointés du doigt. Le père et la mère de Nicolas, figurez-vous. Parce qu'ils savaient dès le début que leur fils avait tué Mayol. Et ils n'ont rien dit. Mais mieux que ça, ils l'ont aidé à nettoyer la voiture tachée du sang de Mayol. Et ils ont envoyé à la casse une autre voiture qui avait permis de transporter le cadavre jusqu'au trou dans la grange d'Isola 2000. La mère étant professeur d'anglais à la retraite. Et le père, ingénieur dans l'aérospatiale. Des gens normaux, diront les psychiatres. Équilibrés, un couple fusionnel. Qui pourtant, pour protéger leur fiston, sont devenus, ses complices. Pour leur montrer qu'ils ont dépassé les bornes, la justice les envoie une petite semaine en prison. Et elle les renvoie devant la cour d'assises avec leur fils, et avec son copain Marvin, et avec leur copine Tess. Tess qui, du haut de ses 17 ans, faisait des études en psychologie, figurez-vous, et qui va les poursuivre en prison. Un mot sur les expertises psychiatriques concernant d'abord Nicolas, le leader. Face au psy, il n'exprime aucun regret, aucune empathie. J'ai rien à faire ici, docteur. Je me doute que je vais prendre dans les 20 ans de prison, mais en vérité, ce que j'ai fait, ça mérite pas 20 ans, ça mérite quoi 3, 4 ans, pas plus. Parce que quand même, il faut rappeler que dans cette affaire, nous, on est les victimes de Mayol. Le psy en conclut que c'est un narcissique. Quant à Marvin, les psys lui concèdent des troubles de la personnalité, narcissique lui aussi, et par ailleurs accro à la cocaïne. Un garçon de 18 ans dans un état limite, borderline, comme on dit. Le procès du trio s'ouvre en octobre 2015 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Et évidemment, quand les gamins s'assoient dans le box, ils n'ont pas la tête de l'emploi. Ils ont des têtes de gamins, normaux. Et ils commencent par demander pardon, Nicolas en tête. Aussi difficile que ça puisse paraître, c'est aussi très dur pour nous. Mais je tiens à m'excuser auprès des familles. Et là, le père de Mayol Gadin se lève. Ces excuses me touchent pas du tout, hein. Le portrait qu'ils ont fait de mon fils pour justifier qu'ils l'ont tué est exagéré. Ils ont juste voulu noircir la personnalité de Mayol pour rendre leur crime moins horrible. C'est tout. Le procès dure 2 semaines. Et à la fin, l'avocat général rappelle les 32 coups de couteau dans le cœur et requiert des peines très lourdes. Elle réclame 25 ans pour Tess, qui, selon elle, ne peut pas bénéficier d'une excuse de minorité, bien qu'elle ait eu 17 ans au moment des faits. Et pour les 2 autres, Nicolas et Marvin, elle demande 30 ans avec 20 ans de sûreté. Le verdict des jurés est un peu moins lourd. Nicolas est condamné à 25 ans sans peine de sûreté. Et Marvin a 23 ans sans peine de sûreté lui non plus. Quant à la jeune Tess, elle encaisse 20 ans de prison. Et voilà. Les jurés ont considéré que même si Mayol Gadin était un garçon tyrannique, il n'y avait aucune excuse pour l'avoir assassiné. Aucune. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre de Mayol Gadin en octobre 2011, tué de 42 coups de couteau par des membres de son club de moto, qui en vérité était un club de moto mais sans moto, dont un certain Nicolas, qui a été condamné à 25 ans et dont l'avocat, maître Éric Scalabrin, est là avec moi pour le débrief. Je trouve que c'est une affaire dérangeante parce que moi j'ai pas la clé. Je ne comprends pas, par exemple, comment votre client, Nicolas, a pu, j'ai pas donné son nom parce que il était très jeune et on va lui laisser une chance de réinsertion. Comment il a pu planter 32 coups de couteau dans le cœur et
10 autres à côté. Quel est le moteur de ce crime ? En fait, la clé de ce dossier qui est inimaginable, c'est que je pense que si on prend chaque personne seule, indépendamment, je pense vraiment, et c'est ce qui est ressorti en tout cas de l'audience, qu'il ne se passe rien du tout. Il y a vraiment un phénomène de groupe qu'il faut prendre en compte, où chacun décide ensemble qu'il va se produire l'impensable. Si on prend Nicolas séparément, il ne se passera rien du tout. Si on prend Tess séparément, il ne se passera rien du tout. Si on prend Marvin, il ne se passe rien du tout. Et en fait, il y a un phénomène d'émulation où dans leur esprit, ils sont persuadés que leur famille est en danger et qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'arriver à cette solution qui est la pire de toutes. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont idiots ? Parce qu'ils sont immatures ? 18 ans tout de même, Tess 17, mais 18 ans tout de même. Quand on parle de majorité, on nous dit 18 ans, mais il ne faut pas oublier que dans certains pays, la majorité, c'est 21. C'est 21 ans. Et c'était 21 en France jusqu'en 1975. Et moi, quoi qu'on me dise, avec l'expérience de la vie de tout un chacun, on a affaire à des enfants. Et si vous saviez le décalage qu'il y avait lors de l'audience, lorsqu'ils se sont présentés devant la cour d'assises, on avait affaire à des enfants. Mais est-ce que vous avez osé utiliser, vous, les arguments de Nicolas, qui consistent à dire c'était un tyran. Il était en train de détruire nos vies. D'une certaine manière, nous n'avions pas le choix, pas d'autre choix que de le tuer. Vous savez, ce qui est très frappant, à force de faire des assises et à force surtout de voir la multiplicité des accusés, en général, ce qui se passe, et ce qui est très particulier à ce dossier, plus il y a de personnes impliquées, plus on a des versions différentes. Je vous assure que c'est l'un des premiers dossiers, et c'est extrêmement rare, où quasiment toutes les versions concordent, malgré la multitude des accusés. Et ce qui est ça confirme qu'ils ont agi comme un seul homme, oui, dans une sorte de fusion. Oui. Et ce qui est vraiment très frappant, parce que tous les avocats qui font du pénal dans des dossiers complexes, on le voit tous, pendant la garde à vue, pendant l'instruction, chacun va, entre guillemets, prêcher pour sa paroisse. Et va essayer, en tout cas, de minimiser les choses, de se pour eux-mêmes, oui, quitte à charger les deux autres. Quitte à charger les deux autres. C'est pas le cas. Ça se passe très souvent. Et là, c'est pas le cas. Et là, c'est pas du tout le cas. L'argument de Nicolas, selon lequel Maëlle Gadin leur faisait vivre un enfer. Vous avez osé plaider ça ? J'ai plus que osé, j'ai tenté de l'expliquer. Allez-y. Alors, je ne dis pas qu'on ne cherche pas d'excuses, on cherche à comprendre, et à comprendre la mécanique. Il faut savoir une chose, c'est que la victime a un physique très imposant par rapport à Tess, Nicolas et Marvin, qui ont des physiques, je dirais qu'ils sont fluets. C'est entre 1m70, 1m75, ils sont physiquement, ils sont pas épais, ce sont vraiment des gosses. Et la victime a un corps vraiment d'homme. Malgré son jeune âge, il a 20 ans, c'est une masse. Et le drame de ce dossier, c'est que on a affaire à quelqu'un qui a voulu créer un club, donc le club des Fenris, avec les mêmes codes, avec les mêmes chartes qu'on a chez les Hells Angels, qu'on a chez les Bandidos, qu'on a dans d'autres groupes. Et c'est comme donner la bombe nucléaire à des enfants. Parce que vous imaginez bien que quand on veut faire passer des grades à des personnes, quand on veut faire passer des épreuves, il faut un encadrement, il faut une maturité. Donner, je dirais, toute l'attitude à quelqu'un de 20 ans d'appliquer des règles qui sont là et qui sont très strictes, qui doivent être encadrées, évidemment qu'il y a eu des dérapages. Évidemment qu'il y a eu des scènes d'humiliation, qu'il y a eu des rites qui se sont très mal passés, et évidemment que tout cela n'a fait que développer une rancœur inimaginable. Est-ce que ça n'est pas le fait d'avoir été réduit à jouer les chauffeurs pour Maëlle Gadin, à s'occuper de son chien, à faire le ménage chez lui et Emmanuel, qui était le moteur de Nicolas ?
Non, je pense que tout ça aurait été acceptable s'il n'y avait pas eu des séances d'humiliation très fortes. Du genre être attaché, être battu à coups de ceinture, avec de l'eau sur la tête, avec... ce sont vraiment des scènes qui sont irréalistes, qui sont inimaginables. Et rendez-vous compte, vous l'avez signalé dans votre synthèse et dans votre résumé, on a un club de motards sans moto. Oui. Vous imaginez que la réalité, quand on est confronté, je dirais, au principe d'évidence, au principe de la vie, c'est comment fait-on pour acheter des motos qu'on n'a pas ? Parce que c'est bien beau de dire on monte un club de moto, on veut acheter des Harley. Et comment on fait pour financer tout ça ? Et c'est de là que la victime a commencé à leur faire vendre de la drogue, par exemple, pour acheter des motos. Et surtout, vous imaginez bien tout le processus qui va avec. C'est-à-dire vous devez vendre telle quantité avec des objectifs, avec des quantités à vendre, et avec, je dirais, un certain ratio à ramener. Donc au départ, tout le monde essaye, parce que la vente de t-shirts, ça suffit pas. Donc il y a un moment donné, certains vont puiser dans leurs propres économies. Et vous savez, par rapport à tout ce fonctionnement du club des Fenris, ils ont tous des fiches dans lesquelles ils livrent toute leur vie intime, toute leur vie privée. Ils livrent leurs adresses, ils livrent l'adresse de leurs parents, leur profession. Ils donnent absolument toutes les données privées qui les concernent. Et eux, leur plus grand souhait est de partir. Et ils sont persuadés qu'en sortant du club, leurs parents vont avoir des problèmes. Parce qu'ils ont laissé tous ces éléments. Parce qu'ils ont laissé tous ces éléments. Dans cette affaire, il y a 2 femmes qui, pendant 14 mois, alors qu'elles étaient au courant de tout, se sont tues. La première, c'est d'autant plus surprenant qu'elle était la petite amie de Mayol Gadin, qu'ils ont voulu la tuer, elle aussi, qu'elle est une miraculée dans cette histoire, et elle ne parle pas. Alors on a une explication, je l'évoquais, Tess, 17 ans, est restée à côté d'elle pendant tous les mois qui ont suivi pour l'isoler, pour la couper du monde. Enfin, comment se fait-il que cette fille qui a failli mourir n'aille pas porter plainte ? Vous savez, c'est un des dossiers parmi les plus complexes que j'ai eu à traiter. Il y a encore des zones qui restent d'ombre, des zones qui ne sont pas, je dirais, rationnelles. Vous savez, c'est toujours le décalage entre la théorie et la pratique. En théorie, évidemment qu'on devrait se présenter au commissariat et dérouler toute l'histoire. Cela dit, en théorie, les parents auraient dû aussi signaler la disparition de Mayol au commissariat. Je referme la parenthèse. C'est pas cohérent non plus. Vous savez, c'est très compliqué, la justice et la manifestation de la vérité. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Camus, « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Et il faut bien se rendre compte que les parents se retrouvent devant la cour d'assises, non pas pour ne pas avoir dénoncé le crime, puisqu'il y a ce qu'on appelle une immunité familiale d'un point de vue juridique. On n'est pas obligé de dénoncer son fils. C'est important de le rappeler, ça. On n'est pas obligé de dénoncer son père. C'est très, très important. Pourquoi il se retrouve devant la cour d'assises ? Parce qu'il y a une voiture dont on a su qu'elle devait partir à la casse, de toute façon, puisque c'est vrai que c'est une famille qui change très souvent de voiture. Et la voiture qui a servi au transport du corps est partie à la casse. Donc c'est une dissimulation de preuves. Donc en fait, il se retrouve devant la cour d'assises pour destruction de preuves et obstacle à la manifestation de la vérité, avec une peine qui a été de 5 mois avec sursis. Il y a une deuxième fille dans cette bande, qui est donc Aurélie. Elle, c'est la petite amie de votre client, oui. Nicolas. Et elle aussi, elle garde le secret pendant 14 mois. Et on voit que quand elle va déballer ce qu'elle sait, ouf, elle est soulagée. Ça consiste à planter son petit copain. En fait, vous savez, ça c'est encore un aspect qui reste très complexe. Et d'ailleurs, ça a été relevé dans l'arrêt de condamnation de mémoire. Vous savez que au départ, normalement, vu qu'elle est au courant de tout, vu qu'elle a participé également, normalement, elle aurait dû être accusée également. Lors de l'instruction,
on lui met le statut de témoin assisté. Donc témoin assisté, ça veut dire j'ai accès au dossier, à tout le dossier, mais je ne suis pas mis en cause. Pourquoi ? Parce que évidemment qu'elle participe à l'élaboration de la vérité et notamment de l'enquête. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la motivation première de Aurélie, c'est parce que Nicolas va se séparer d'Aurélie. Et en gros, il y a, je dirais, un échange qui est quand même très dérangeant. Au moment où elle va voir les gendarmes pour... Bien avant. En gros, ça devient très dérangeant parce que la discussion est la suivante. Si on ne reste pas ensemble et si tu persistes à vouloir me quitter, j'irai tout dénoncer. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que Nicolas dit, mais comment tu pourrais faire cela alors qu'on va tous se retrouver... y compris toi. Y compris toi. On va tous se retrouver devant la cour d'assises. Donc on peut imaginer, en tout cas ça peut être votre raisonnement si j'ai bien compris, que Aurélie balance pour sortir du dossier, pour ne pas être parmi les accusés de l'assassinat. Je pense pour deux choses. Elle parle parce qu'elle ne pardonne pas de ne pas avoir été prise au sérieux, parce que c'est vrai que quand elle fait part du fait qu'elle risque de se confier aux autorités, parce que Nicolas ne veut pas rester avec elle, c'est sûr que ça peut vraiment interroger. Sauf qu'elle le fait. Ouais. Elle le fait. Et c'est totalement atypique, parce que je pense vraiment qu'elle en mesure les conséquences. Et d'ailleurs, elle en a parlé à ses parents. Et c'est sur, je pense, l'insistance de ses parents qu'elle confirme et qu'elle va au commissariat. Le juge d'instruction, à aucun moment n'imagine d'aller plus loin et de la mettre en examen, plutôt que de la conserver sous le statut de témoin assisté. Parce que, tant qu'à faire, elle est aussi impliquée ou pas loin, enfin dans le silence en tout cas, elle est très impliquée. Ouais, ce qui est certain, c'est que sans elle, vous savez, on parlait d'Emmanuel, de la partie civile qui a subi aussi l'inimaginable, qui a fait preuve d'une dignité, d'une résilience et d'un courage qui ne fait que forcer le respect. Et vraiment, je le dis en tant qu'avocat de la défense, c'est un dossier que je maîtrise parfaitement. À l'époque, je défendais tout le monde. Je défendais Nicolas, le papa, la maman, m'avait chargé de constituer une équipe d'avocats pour défendre la famille. Et je vous le dis, vraiment, je suis persuadé que cette affaire serait restée sous le manteau si Aurélie n'avait pas parlé. Ça ne serait pas venu de la partie civile. D'aucun d'entre eux. D'aucun d'entre eux. Même pour vider leur sac. Même pour vider leur sac. Alors revenons à Nicolas. Si j'ai bien compris, les psys disent qu'il est narcissique. Moi, ça me paraît pas le fait d'être narcissique, être le moteur d'un crime extrêmement froid. 32 coups de couteau dans le cœur, c'est considérable. Moi, je vois là plutôt un psychopathe. Alors, je sais que les experts psychiatres n'aiment pas qualifier les gens de psychopathes, mais là, honnêtement, narcissique, ça me suffit pas. Vous savez, moi, je suis toujours... J'en connais des narcissiques. Hein. Moi, il tue personne. Hein. Il tue personne. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit en début d'émission. Il faut bien se rendre compte. Je vais vous parler de 2 événements. Il faut bien se rendre compte qu'on a un phénomène de groupe. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend rien au dossier. Lorsqu'ils se retrouvent à 3 dans la voiture, Marvin, Nicolas... Et Tess. Mayol. Ah, et Mayol, oui. Et Mayol. Au moment du crime. Il faut bien se rendre compte que si Marvin ne lui saisit pas le coup, il ne se passe rien du tout. C'est au moment où Marvin commence à passer à l'action qu'ensuite ils ont élaboré tous un plan et chacun a une tâche bien définie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on les prend séparément... Ils n'ont pas de pathologie qui les amène au crime. C'est le trio qui devient pathologique. Et le deuxième événement qui est caractéristique, qui ne fait que confirmer ce que je viens de vous dire, cette scène qui relève d'un film d'horreur dans les montagnes à Isola 2000, dans cette auberge abandonnée, dans une bergerie abandonnée. Quand on a la victime, Emmanuel, toujours pareil,
Ça a été relevé lors du procès. Premier élément déclencheur, c'est Marvin qui prend une pelle, qui déclenche les choses en mettant 1 ou 2 coups de pelle. C'est ensuite Nicolas qui prend des pierres. Et c'est en troisième Tess qui met un coup de bombe lacrymogène. Là encore, on a ce phénomène de groupe qui est indéniable. Il a été condamné, Nicolas, à 25 ans de réclusion criminelle. Donc à 25 ans, on peut prendre des réductions de peine. Il ne doit pas être loin de pouvoir sortir. Vous êtes au courant de la suite ou pas ? De toute façon, ce qui est vraiment frappant, oui, évidemment qu'il va y avoir des aménagements de peine, évidemment qu'on se rapproche de l'échéance, mais tant que les personnes ne sont pas dehors, il faut rester très humble et très modeste, parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe devant les tables, devant les tribunaux d'application des peines. Mais en revanche, là où c'est remarquable, vous savez que c'est un dossier où ils ne se sont pas contentés de paroles, ils ont acté leurs pensées. Vous savez, quand on fait des assises, très régulièrement, les personnes nous disent « je ne ferai pas appel ». Dès que le verdict est tombé, ils veulent faire appel. Maître, je fais appel. On y va. Pas là. Et là, ce que vous vous rendez compte, on ne parle pas de petites peines. On parle de peines qui sont conséquentes, qui sont très lourdes. On parle de 20 ans, de 23 ans et de 25 ans. Comme je vous l'ai dit au départ, ils reconnaissent tous leurs responsabilités. Aucun n'a cherché à se dédouaner. Et ils acceptent leur peine. Ah, vous leur avez dit que c'était moins que les réquisitions de l'avocat général. Donc, l'avocat général réclame 30 avec peine de sûreté de 20 ans. Là, on lui donne 25 sans peine de sûreté. En même temps, moi, je serais avocat, je lui aurais dit pas d'appel, fais pas le con. Vous savez, ça se joue pas comme ça. Je vous l'ai dit, je fais beaucoup d'assises. Et si vous saviez le nombre de fois où là j'ai un dossier en tête, je vais pas donner de nom, mais on réclame perpétuité, on obtient 23 ans. La personne avait déjà fait 5-6 ans avec la détention provisoire. Donc en gros, il lui restait plus que 4-5 ans. Quelques années. C'est vraiment un chouïa. Vous imaginez bien que on fait pas appel. Mais évidemment que dès que le verdict est tombé, on fait appel. Il me dit non, mais maître, moi je veux pas le savoir, je fais appel. Oula. Et ça arrive beaucoup plus souvent que vous l'imaginez. Je pense à un autre dossier où, pareil, un dossier inimaginable, des réquisitions de 30 ans de tiers, la personne prend 20 ans sec. Il fait appel. Incompréhensible. Il me dit, maître, si vous venez pas en appel avec moi, c'est que vous n'avez pas le courage de venir avec moi. Et je vous y êtes allé ? C'est pas ça. Ah non. Ah bah non. Là, sur ce dossier, j'y suis pas allé. Et d'ailleurs, il a pris 30 ans après. C'est quoi d'ailleurs la tendance, puisque vous faites beaucoup de cours d'assises, on a intérêt à faire appel ? On parle là de gens qui ont reconnu les faits. Évidemment, il y a intérêt à faire appel si on est dans le déni et que on est condamné. En revanche, quand on a reconnu les faits, c'est une question de dosage de peine. Si on prend 25, on risque beaucoup plus de prendre 30 en appel. Ça dépend de quoi ? Honnêtement, je vous dirais qu'il n'y a pas de règle. Vous savez, quelles que soient les amitiés, les inimitiés que l'on peut avoir avec les uns avec les autres, que ce soit des magistrats, que ce soit des avocats, que ce soit des avocats généraux, il y a une chose qui nous tient tous, je pense, c'est l'idéal de justice. Je pense vraiment qu'on a tous fait nos études avec un idéal de justice. Quand la peine elle est équilibrée, il n'y a rien de plus difficile que de donner une peine équilibrée. Quand une personne a été entendue, quand elle s'est expliquée, quand elle en comprend les enjeux, quand elle ne veut pas faire revivre aux parties civiles toute la douleur d'un procès, ce qui était le cas des trois, quand ils ont vu la souffrance des familles, ça aussi c'est exceptionnel. C'est les trois, notamment Nicolas, à la fin, d'ailleurs sa réponse a été tellement bonne que les parties civiles, même ça a été repris par les journalistes, ils étaient persuadés que Nicolas avait été bien briefé par son avocat. Je peux vous le dire, c'était pas le cas. C'est venu vraiment de lui-même quand il dit écoutez, j'espère que les familles vont pouvoir se reconstruire. J'ai bien conscience de tout le mal qui a été produit. C'est hors norme. Toujours sur l'appel.
Moi, une présidente de cour d'assises m'a expliqué que quand on est condamné dans une grande ville, il faut pas faire appel parce qu'on risque plus à la campagne qu'en ville ou dans une petite ville. En gros, on est à Lyon, il faut pas aller à Saint-Étienne. On risque plus à Saint-Étienne qu'à Lyon. Les jurés citadins sont plus tolérants et moins condamneurs que les jurés ruraux. Vrai ou faux? Je dirais que c'est... Vraiment, je le pense. Hein. Moi, je parle vraiment avec mes tripes. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de règle. Parce que j'aurais des contre-exemples comme des exemples qui confirment ce que vous a dit la présidente d'assises. Donc, avec le temps, vous savez, on devient très humble et très modeste par rapport aux résultats qu'on obtient. Parce que parfois, on a des résultats qui sont exécrables. On n'en comprend pas la raison. On va en appel. Parfois, on arrive à obtenir des résultats qui sont vraiment inimaginables, avec des peines de sûreté qui sautent, avec 10 ans en moins, avec des résultats dont on n'espère pas qu'ils soient aussi bons. Et inversement. Parfois, c'est pas parce qu'on est à la ville ou à la campagne. Je pense vraiment que c'est beaucoup plus complexe. La seule chose que j'ai pu constater qui, pour moi, est vraiment peut-être... Alors, je sais pas si on peut le dire, mais dans le sud de la France, pour des dossiers similaires, qui sont vraiment identiques, hein, qui sont vraiment d'un parallélisme et qui sont vraiment identiques et qui s'emboîtent parfaitement. Il est vrai que j'ai remarqué, avec la mentalité latine dans le Sud, en tout cas j'ai essayé de l'expliquer comme ça, j'ai toujours remarqué que tous les dossiers qui touchent aux femmes et aux enfants, là attention. On rigole pas avec ça. Ah non. Tout ce qui touche aux femmes et aux enfants, les peines peuvent aller du simple au double. Pour un dossier similaire, on peut prendre entre 12 et 15 ans sur la Côte d'Azur. Dès qu'on va sur l'île, Bretagne, Dijon, c'est des peines... 5-6 ans. Oui. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Maître Scalabrin, du barreau de Nice. Hein, oui, du barreau de Nice. D'être venu nous voir ici, en studio, pour débriefer cette histoire Mayol-Gadin.